Il disait, bah, c'est comme quand on monte le mont, on est en montagne, on monte le mont Everest, et ben, son entourage, les gens que l'on côtoie, c'est un peu comme la météo, quoi. Ça peut être, il fait super beau, et là, ben, on va super vite. Ou alors, ben, si on a que des gens qui sont pas dans cette dynamique, qui vont pas nous renvoyer effectivement, comme tu le disais, des choses positives, qui vont nous transmettre leurs craintes. Exactement. Et ben, c'est comme si, du coup, il y avait une grosse tempête et on fait 50 mètres. Au bout de 50 mètres, on est déjà épuisé, quoi. Voilà. Bonjour à tous. On se retrouve du coup de nouveau avec Guillaume Defraguet pour parler cette fois de la genèse de The Assistant, de comment est né le projet, les problèmes auxquels vous avez pu être confrontés. Je pense que ça va être vachement intéressant du coup de savoir un peu comment le projet s'est monté et quelle idée il y a eu en fin de compte à l'origine de ça. Donc vous avez déjà vu en fait Guillaume lors de la vidéo qui expliquait ce que proposait en fait The Assistant. Moi c'est un service que j'utilise très activement maintenant aujourd'hui. Et donc je trouvais ça super intéressant de pouvoir parler sur le parcours de l'entrepreneur, comment ça se passe, l'association, puisque vous êtes donc 3 associés, c'est ça? Exactement, ouais, exactement. Ok. Et comment est né le projet? Est-ce que c'est directement là après la sortie des études que vous avez lancé ça? Est-ce que du coup vous avez eu un parcours? Comment vous êtes rencontrés vous au niveau des associés? Enfin voilà, je te laisse expliquer du coup comment est né le projet The Assistant. Alors on a fondé du coup The Assistant il y a 3 ans, donc avec Charles et Bertrand qui sont mes associés qui ont des profils du coup ingénieurs. Okay. Charles avait déjà à son actif fait un peu d'entrepreneuriat avant The Assistant et était confronté justement à ce type de problématiques. Lié justement à la délégation de tâches qui était un vrai souci. Moi j'ai été confronté aussi parce que j'avais commencé à travailler après mon expérience chez Yahoo qui a duré 4 ans. J'étais confronté justement dans un cabinet d'archi à ce problème de délégation, donc je me retrouvais à tout faire sans avoir la possibilité de pouvoir déléguer efficacement les choses. Donc Charles m'a parler du projet pour me proposer de m'associer avec lui et je suis tout de suite allé dedans. Hein. Clairement, j'ai trouvé que c'était une idée absolument géniale. Il m'a parlé justement du côté hybride, etc. Donc c'était hyper intéressant. Hybride par rapport à quoi? En fait, c'est vraiment notre volonté, c'est d'arriver en gros, à combiner un peu l'humain à la technologie, parce qu'on considère que la technologie pourra jamais remplacer complètement l'humain, et c'est pas du tout notre volonté, mais c'est plutôt de les faire travailler efficacement ensemble. Donc c'est de prendre la valeur ajoutée de l'humain et la valeur ajoutée de la machine pour qu'ils interviennent sur les tâches en fonction des compétences sur lesquelles ils sont plus à même de pouvoir répondre. Et ça nous amène du coup à une satisfaction aussi des assistants, à limiter le risque d'erreur. Il y a beaucoup d'éléments comme ça qui rentrent en compte sur le côté justement hybride. C'est très intéressant ce que tu dis sur le côté hybride parce que il n'y a pas longtemps de ça, j'ai fini le livre Zero to One et ce qui expliquait l'auteur qui était un des cofondateurs la boîte qui a propulsé Elon Musk, c'est PayPal. PayPal, ouais. Voilà. Et il disait que pour lui l'avenir justement, c'était cette combinaison, c'est pas le tout IA, c'est la combinaison de la puissance de la machine avec l'intervention humaine. Et en fait, une de ces boîtes dans le nom m'échappe, mais en fait, ce qu'ils font actuellement, c'est ils ont développé un algorithme de prédiction des endroits où il y aura des événements de type attaque terroriste, de type potentiellement vol, meurtre. Voilà, ils ont un algorithme avec de la finesse humaine qui permet qui est utilisé en fait même par les forces de police de manière à pouvoir prévoir les endroits où il y a le maximum de probabilité qu'il y ait quelque chose qui se produise et d'envoyer du coup des patrouilles de police à ces endroits-là. Donc vraiment, c'est dans l'air du temps, je pense, de cette espèce on a eu le fantasme du côté l'IA va nous sauver, va tout faire, etc. Et puis là, on commence à comprendre que c'est toujours pareil, hein, c'est jamais dans les extrêmes qu'on va avoir les réponses, ça va être plutôt dans de l'équilibre, donc avec un côté la puissance de la machine et l'intelligence humaine. Donc c'est complètement dans l'air du temps, super intéressant. Alors du coup, donc tu m'as dit que c'est Charles, c'est ça? Charles, ouais, c'est ça, oui. Ok, c'est rigolo, c'est le nom que j'ai choisi pour parce qu'on peut nommer les assistants en fait dans The Assistant et moi je l'ai appelé Charles.
Et donc le troisième associé? Donc Bertrand. Qui nous a rejoint quelques mois après et qui lui occupe aujourd'hui le poste de CTO, et qui a aussi qui travaillait anciennement chez Criteo, donc aussi dans le milieu de la pub, un peu comme moi. Et en fait, on se connaît tous les trois parce qu'on est des amis d'amis, etc. Donc ça, on a vraiment tout de suite pu avoir une équipe assez forte et avec laquelle on a pu avancer en toute confiance en étant parti vraiment du bon pied. Donc c'était top, on a tous été conquis par le projet et ce qui fait qu'on a pu aller de l'avant assez rapidement et ça c'est vraiment donc c'est Charles qui vous a regroupé? Alors Charles, voilà, c'est vraiment le porteur du projet entre guillemets, donc c'est lui qui nous a vraiment regroupés et qui a travaillé déjà en amont sur le projet avant de nous proposer un petit peu de le rejoindre. Bien sûr, le projet a beaucoup mûri depuis, et puis on a tous beaucoup travaillé, mais c'est globalement, Charles en tout cas était le porteur du projet. Alors c'est un sujet dont je parle régulièrement sur cette chaîne, du coup, sur l'équilibre entre le pro. Alors pour moi, il n'y a pas vraiment de pro et de perso, il y a juste une vie en fait dans l'ensemble, et c'est d'autant plus important de faire des projets qui font sens pour nous. Mais voilà, là ça fait 3 ans. Quel bilan tu fais de ces 3 ans en termes d'efforts de ton côté? Est-ce que là, vous commencez à vous dire, ok, on va pouvoir un petit peu souffler? Est-ce que vous êtes toujours à fond en permanence? Comment vous vivez ça du coup en termes de vie d'entrepreneur, quoi? Ouais. Alors forcément, comme tout entrepreneur, on a été confronté à énormément de problématiques qu'on a dû résoudre en termes opérationnels, sur un plan technologique, et on en a toujours énormément aujourd'hui. Ça, on va pas se mentir. Après, on arrive à un moment un peu clé de notre structure. On sait qu'on peut commencer à accélérer et à commencer à faire connaître nos services. On a atteint un peu ce point qui nous permet vraiment d'avancer encore plus rapidement, quoi. On a une solution qui fonctionne même assez bien. On a des retours d'expérience qui sont extrêmement bons. Donc nous, ça nous renforce l'idée de vouloir encore aller plus loin. On a plein d'idées. On a fait, je pense, 10% de ce qu'on veut faire en réalité. On a encore plein de choses à faire. Mais en tout cas, c'est passionnant. Comment la gestion de 3 associés, comment ça se passe au niveau relationnel, au niveau du partage des tâches? Est-ce que vous faites des points toutes les semaines ensemble? Comment vous fonctionnez d'un point de vue opérationnel en fait? Alors, comme en fait notre solution elle porte beaucoup sur l'efficacité, on essaye d'être assez efficace nous aussi. Donc on se fait un point toutes les semaines, mais qui ne peut pas durer plus de 30 minutes, et essayer de le faire le matin le plus tôt possible. Vraiment la fraîche, c'est le plus simple. Et puis en fait finalement ça s'est plutôt bien combiné parce qu'on est tous très complémentaires dans nos actions et même dans notre personnalité, ce qui fait que ça marche plutôt bien, et même si Charles reste vraiment le CEO, on se sent vraiment associé, donc c'est vraiment agréable. Ok, ouais, c'est génial parce que effectivement l'association c'est pas quelque chose de simple. C'est pas quelque chose de simple. C'est comme moi j'ai tendance à dire c'est comme se marier en fait. C'est faut faire gaffe, c'est un travail de tous les instants pour garder un équilibre, rester ouvert, d'être dans la capacité à avoir de l'empathie, de la compréhension, tout en exprimant aussi les choses que l'on peut attendre de la part de ses associés. Donc c'est déjà génial au bout de 3 ans, voilà, d'avoir passé ces 3 ans à 3, c'est top, super. Et du coup, toi, c'était ta première expérience entrepreneuriale? Alors moi, c'était ma première expérience entrepreneuriale. Bon, avant, quand j'étais chez Yahoo, j'avais déjà exprimé un peu le souhait de me lancer et d'avoir une activité, sauf que comme beaucoup de personnes qui ont envie de lancer dans l'entrepreneuriat, ils savent pas forcément quoi monter en premier. C'est souvent quelque chose d'assez compliqué, même si on a plein d'idées. Voilà, on est toujours. Donc c'est toujours bien, je pense, de se faire accompagner notamment par une personne qui a déjà de l'expérience, qui a déjà été confrontée à des problématiques. Qui connaît le système un peu de vague, hein, c'est-à-dire qu'il y a des moments où tout va bien, on est hyper content, et puis des moments où en fait on a l'impression que tout s'arrête, et une personne qui a déjà été confrontée à ce type de choses va nous permettre vraiment de le dépasser et d'arriver un peu à on va dire, d'uniformiser, enfin
notre Ouais. morale et nos émotions face à toutes les problématiques qu'on aurait pu rencontrer. Donc ça c'est intéressant ce que tu dis, hein, parce que c'est aussi un sujet que je traite sur cette chaîne et aussi c'est ce qui porte le projet Youmento, c'est l'importance de l'entourage, l'importance d'avoir des gens autour de nous qui vont nous nourrir positivement de leur expérience, de leurs compétences et qui, en toute bienveillance, ça c'est de voir non seulement des gens qui sont qui ont envie de partager, qui sont ouverts d'esprit, qui sont bienveillants, qui ont les compétences, qui ont le parcours, bah c'est pas évident à trouver. Donc ouais, c'est génial d'avoir pu. Donc en l'occurrence, tu parles de Charles quand plus spécifiquement, ou tu as d'autres personnes en mode mentoring autour de toi pour t'accompagner. Alors, on va plus parler de Charles, je Ouais. pense, entre guillemets. Après, bon, on est dans un univers où forcément il y a les entrepreneurs, donc je m'inspire aussi d'entrepreneurs externes qui font des podcasts, etc., qui sont plutôt, je trouve, hyper intéressants et que j'essaie un peu d'écouter pour m'inspirer et pour savoir un peu comment eux ils ont réussi à passer tout ça. Mais en tout cas, l'équipe d'associés telle qu'elle est aujourd'hui, elle fonctionne très bien. Et ça, j'en suis hyper content. Et bah tiens, c'est intéressant de savoir qui tu écoutes en termes de podcast. Alors, le nom de podcast, c'est Do It Yourself. Ok. Je l'écoute de temps en temps. Je vais t'avouer, je me suis mis il n'y a pas très longtemps, mais en tout cas, je trouve ça hyper intéressant. Ok, génial. Podcast français, du coup. Un podcast français, ouais. Ok. Il faut intervenir. Bon, il y a un peu de tout, mais là, dernièrement, il y a pas mal d'entrepreneurs, donc c'était plutôt intéressant. Notamment le fondateur de Alan, le fondateur de Everroad. Everroad, ouais. Ils font c'est une marketplace de transport de marchandises. D'accord. Par camion. Ok. Donc voilà, c'est un ancien que je connais un petit peu d'ailleurs, enfin pas très bien. Si tu es encore là, c'est que tu apprécies cette vidéo. Donc pour me remercier, partage-la et si tu veux être tenu au courant des prochaines, abonne-toi. Merci. Et donc, ton parcours avant Yahoo, en fait, qu'est-ce que tu as fait comme étude et question, je pense, super importante, qu'est-ce qui te motivait à te lancer en tant qu'entrepreneur? Qu'est-ce qui a fait que, à un moment donné, tu t'es dit, bon, ben, ok, je suis chez Yahoo, mais j'ai envie de plus, j'ai envie d'autre chose. Qu'est-ce qui t'a porté, en fait? Alors, avant Yahoo, j'ai fait une école de commerce et à la place de l'école de commerce, normalement, je voulais être pilote de ligne. Ah ouais. J'ai commencé une formation aux États-Unis, je suis revenu sur en pleine crise de 2008, donc du coup j'ai rapidement arrêté, de peur de tout simplement me retrouver un peu sans emploi, donc j'ai préféré rentrer. J'ai fait une école de commerce avec l'idée toujours de vouloir monter quelque chose, je ne sais pas encore quoi, donc j'ai avancé, mais je savais que j'avais besoin un peu d'expérience, notamment dans une entreprise, prendre en maturité, etc. Donc j'ai vraiment terminé mon école de commerce et avoir une première expérience avant de me lancer quoi. Ok. Et du coup, alors qu'est-ce qui t'a fait dire, ok, j'ai envie de devenir entrepreneur, j'ai envie de monter un projet. Qu'est-ce qui te motive en fait derrière ça? Moi, je pense que tout l'aspect un peu créatif qui me manquait beaucoup. En tout cas, quand j'étais chez Yahoo, j'ai beaucoup aimé cette expérience. C'était hyper sympa. C'est dans une boîte américaine, etc. On apprend beaucoup de choses. Mais voilà, on est un peu contraint de respecter les process, les règles, l'organisation, etc. Et voilà, je pense que j'étais un peu créatif, donc j'ai besoin peut-être de liberté. Voilà, de liberté exactement en rapport avec l'avion. Ouais. Et je pense qu'il y a un rapprochement là-dessus. Et du coup, voilà, quand j'ai quitté Yahoo, j'en ai profité. Il y a eu un PSE, ils ont commencé à fermer le bureau de Paris. Donc forcément, on part dans des conditions qui sont plutôt intéressantes et qui permet aussi du coup derrière de pouvoir faire un peu potentiellement ce qu'on veut. C'est son projet. Donc moi, je me suis lancé dans le projet assez rapidement, quoi. Vraiment, quelques mois après être parti, je me suis lancé dedans. Et c'était vraiment le moment clé que j'attendais depuis quelques temps déjà. Okay. Et du coup, alors dans ce parcours, qu'est-ce qui a été le plus difficile en fait dans ton parcours? Est-ce que est-ce que tu as ressenti de la solitude de l'entrepreneur parfois, par rapport à ton entourage, comment ils ont réagi par rapport à ça, le fait que tu te lances au niveau dans l'entrepreneuriat? Alors au début, c'est bon, les gens le voient plutôt comme un projet, donc ils ont toujours tendance à se dire on verra d'ici quelques mois, il va s'arrêter, il va faire autre chose, il va prendre un boulot, surtout qu'on était dans de bonnes conditions dans une entreprise, on a tendance à vouloir reprendre ses conditions de salarié. Et en fait, j'ai tenu, et puis le projet,
il avançait, les gens commençaient à vraiment me poser des questions et puis comprenaient que c'était que ça me, voilà, que c'était un peu toute ma vie aujourd'hui. Et là, de plus en plus, voilà, j'ai l'impression de commencer à être pris un peu plus au sérieux, quoi, par rapport à avant où c'était le petit projet qui est là à côté et puis ça l'occupe en attendant de trouver du boulot. Et en fait, c'était pas du tout ça, quoi. Donc, il y avait un peu de solitude là-dessus. Mais étant donné qu'on est 3 associés, et je pense que c'est tout l'importance, c'est que finalement, voilà, on était tous les 3 à bosser et ça me permettait de me recentrer vraiment sur la boîte. Et finalement, j'en parlais pas beaucoup en externe. J'en parle pas beaucoup non plus aujourd'hui. Que c'est intéressant, c'est effectivement, t'en parles pas beaucoup parce que t'as pas l'impression que tu vas recevoir des retours qui vont t'aider en fait. Non, c'est plus ça. Exactement. Ouais, c'est plus des retours qui peuvent avoir tendance plutôt à te poser des questions et de toute façon, l'aventure entrepreneuriale, c'est un risque, quoi qu'il. Donc, des personnes du salariat, je pense que tant qu'ils n'ont pas forcément connu cette expérience, il y a certains qui vont trouver ça génial, mais d'autres qui vont plutôt tendance à la peur, ça va un peu les freiner, donc ils vont un peu partager ces sentiments-là. Donc je préfère ne pas en parler, quitte à être confronté à des problématiques, etc. Et le vivre moi-même de mon côté, et c'est vrai que c'est parfois une vraie galère, on se paye pas pendant des années, on prend plein de risques, parfois même on se porte caution pour la boîte, enfin, c'est extrêmement, c'est stressant. Un vrai risque, ouais, c'est clair. Il y a un vrai risque, c'est clair. Ok, c'est intéressant ce que tu dis effectivement sur le côté. Enfin moi c'est un truc que j'ai vécu pendant longtemps. Ouais. Sur l'éthique de l'entrepreneur. Enfin pour ma part, j'étais tout seul et du coup j'ai mis du temps à comprendre qu'il fallait que je m'entoure des bonnes personnes parce que j'ai pas ou quasiment pas en fait de gens qui étaient dans la dynamique d'entrepreneur et c'est mon coach Gianni et ami qui a fait un email d'ailleurs tout juste hier qui était extrêmement fin. Il disait c'est comme quand on monte le mont, on est en montagne, on monte le mont Everest et son entourage, les gens que l'on côtoie, c'est un peu comme la météo quoi. Ça peut être il fait super beau et là on va super vite. Ou alors si on a que des gens qui sont pas dans cette dynamique, qui vont pas nous renvoyer effectivement, comme tu le disais, des choses positives, qui vont nous transmettre leurs craintes. Exactement. Et c'est comme si, du coup, il y avait une grosse tempête et on fait 50 mètres, au bout de 50 mètres, on est déjà épuisé, quoi. Voilà. Alors que c'est déjà difficile à la base, donc si on se rajoute du poids, c'est un peu long. Exactement. Déjà, c'est difficile quand il fait beau, mais en plus de ça, s'il se met à faire la tempête, c'est d'autant plus dur. Ouais. Comment vous avez fait, du coup, au niveau financement? Est-ce que vous avez levé des fonds? Vous êtes passé par des business angels? Vous êtes débrouillé de votre côté? Vous avez fait des emprunts? Alors en fait, on s'est débrouillé de notre côté, donc c'est-à-dire qu'on est uniquement en fonds propres depuis 3 ans. On a eu quelques subventions de la BPI qui nous ont aidés, notamment sur la partie R&D, recherche et développement. Vous avez fait du CIR, j'imagine Non, on n'a pas fait de CIR. D'accord. On a fait la subvention Innovap faisabilité. Là, on est en train de préparer le développement, donc c'est la 2e phase. Subvention qui est un peu plus importante. On est en train de préparer aussi un prêt auprès de la BPI. On a voulu retarder au maximum la levée. En fait, on voulait déjà prouver une traction et en quelque sorte prouver qu'on pouvait être rentable, donc on pouvait aussi un peu gagner de l'argent. Et ça, c'était hyper important avant d'aller chercher à lever, quoi. C'était pas, on devait avancer à notre rythme et en fait, il y a tellement de problématiques que je pense que même si on avait été 3 fois plus nombreux, certains problèmes n'auraient pas pu être résolus plus rapidement, quoi. Donc ça, c'était important de prendre un peu notre temps sur certains points pour qu'on puisse les résoudre et bien réfléchir et prendre les bonnes actions. Je pense que c'est très judicieux effectivement c'est d'autant plus de force d'aller voir ensuite des investisseurs quand on a déjà un modèle qui génère de l'argent. Ça, pour être business angel aussi, je comprends. Je vois tout à fait le sujet. C'est clair que si on a une boîte en face qui a juste un projet et que pour l'instant ils consomment surtout de l'argent sans vraiment ramener, c'est sûr que c'est un peu moins, c'est beaucoup moins attrayant, quoi. Clairement. Ok, donc ça c'est dans vos projets, effectivement, à un moment donné, levée de fonds. Une levée de fonds pour accélérer d'ici la fin d'année. Pour accélérer et nous permettre de pouvoir investir dans certaines activités de l'entreprise pour qu'on puisse vraiment accélérer notre développement.
Et surtout que, bah, comme tu le disais, là vous allez stabiliser, vous avez construit des bases solides. Exactement. Et ça, c'est tout à votre honneur, franchement. C'est vraiment fin, hein, quand on est entrepreneur d'être entre, ok, qu'est-ce que j'avance suffisamment là où il faut que je perçoive là où il faut stabiliser, parce qu'il y a des phases de stabilisation qui sont importantes aussi. J'ai tellement vu d'entrepreneurs qui se brûlaient en fait, qui cramaient leur boîte parce que ils avaient voulu aller trop vite. Et à un moment donné, ben, c'est la gestion d'équipe qui se pose problème, c'est le fait de faire rentrer des gens qui sont pas forcément en correspondance avec les valeurs de la boîte, ce qui crée des distorsions internes, ça met une énergie négative en interne, du coup ça détruit aussi la motivation qu'on peut avoir dans porter projet. Et donc ça, c'est extrêmement fin pour pouvoir réussir un projet, d'apprendre à avancer, mais pas trop vite non plus. C'est ça. Voilà, pour être resté fort et solide. Et donc ouais, génial, bravo. Ça c'est une belle réussite quoi. Donc là, voilà, vous passez, on va dire la deuxième pour maintenant Exactement. augmenter le taux d'acquisition client et. Exactement, bien sûr, avec toujours l'accent sur la partie vraiment customer success qui est hyper importante pour nous. Donc, tout simplement, on peut répondre à tous les besoins, mais il faut aussi qu'on soit sûr de bien y répondre. Et puis, satisfaire tous nos clients, ça c'est vraiment hyper important, quoi. De toute façon, effectivement, moi, ce que j'adore, c'est justement l'expérience client. C'est ce qu'il y a autour, les outils qui sont mis en place, la réactivité, parce que d'ailleurs, c'est un truc que moi j'ai vu, c'est que vous me répondez même parfois le week-end, quoi. Exactement. Et ça, c'est un truc qu'on n'a pas parlé dans l'autre vidéo, mais qui a quand même sacrément son importance, quoi. Mais c'est effectivement la capacité de, il y a des demandes où moi j'envoie des mails le week-end, quoi. J'envoie les mails le week-end et il y a quelqu'un qui parfois quand ça s'y prête, bien sûr, quand la demande s'y prête, exactement, qui est en capacité de réagir même le week-end, quoi. Et ça c'est précieux. On a on contrôle quand même ce qui arrive le week-end et c'est là de plus en plus. On essaie de vérifier si la demande est urgente, doit être traitée dans l'instant, ou si éventuellement ça peut attendre lundi. Mais globalement, on a assuré 90% ou 95% de nos demandes du lundi au vendredi sur les horaires de travail. Et le reste du temps, on garde quand même toujours un œil. Une personne qui est toujours responsable de garder un œil un peu sur toutes les demandes qui arrivent hors ces horaires pour vérifier qu'il n'y a pas une urgence potentiellement à gérer. Le recrutement, ça c'est une problématique de quasiment tout entrepreneur, hein, même s'il y en a certains qui j'en connais, font le choix de ne travailler qu'avec des free, qu'avec des indépendants et qui ont pour autant des super business, quoi. Et encore que quand même en fin de compte, bosser avec des free et des indépendants, il y a quand même un aspect recrutement qu'il faut faire. Alors comment vous gérez cette partie-là? Comment vous gérez les équipes? À quelle problématique vous pouvez être confronté? Est-ce que ça va, ça se passe globalement bien ou c'est vraiment quelque chose de... Enfin, moi je sais que la gestion d'équipe, pour beaucoup d'entrepreneurs, la gestion des salariés, c'est parfois quelque chose qui peut être un peu compliqué, quoi. Et donc comment tu vis ça en fait? Alors, on a nos équipes déjà en interne qui travaillent avec des managers, operation managers qui travaillent du coup sur les demandes qui sont cédées chez nous. Et après, on a des externes, forcément des freelances avec lesquels qu'on va recruter. Alors, on a un système d'onboarding qui est quasiment automatisé, donc c'est-à-dire que les personnes s'inscrivent, ils reçoivent des tests quasiment automatiques. Derrière, nous, bien sûr, on les contrôle, on vérifie si c'est conforme. Déjà, il y a des tests qui sont rédhibitoires, donc c'est-à-dire qu'il faut qu'ils y répondent bien, sinon ça ne passe pas. Et ensuite, derrière, en fonction des compétences qu'ils nous ont signalées, on les vérifie et on vérifie qu'ils ont un niveau adéquat pour travailler. Ok, d'accord, top. Et là, alors on en parlait avant la même chose l'interview sur le fait que vous avez du monde du côté d'Aix-en-Provence. Oui, exactement. Voilà. Ouais. Donc vous êtes au niveau des personnes en interne, je parle du coup en contrat salarié, bien sûr, avec lesquelles vous bossez, donc c'est plutôt côté, vous êtes Paris, Aix-en-Provence, quoi. Alors, Paris, Aix-en-Provence, exactement, en fait, on est en train devrait ouvrir d'ici quelques mois, normalement un bureau à Aix. Pour l'instant, nos salariés sont en télétravail, on leur laissera toujours la liberté de rester en télétravail, parce que c'était aussi une de nos promesses. Et ça se passe plutôt bien, en tout cas on a mis des outils pour ça et qui fonctionnent très bien aujourd'hui. Donc on n'a pas l'intention non plus d'arrêter ce modèle-là.
Ok. Mais oui, du coup, on a un bureau, enfin, en tout cas, on a pas mal de recrutements, en effet, qui ont eu. Alors c'est intéressant du coup, pour quelles raisons vous voulez prendre un bureau physique si ça fonctionne bien en télétravail? C'est dans l'air du temps, je pose la question, c'est pour ça. Parce qu'il y a des éléments parfois où je pense que c'est toujours important quand même que le salarié, déjà pour son bien-être personnel, hein, qu'il puisse aussi voir les personnes avec qui il travaille. Donc il y a un côté un peu social au travail qui est important. Deuxième point, c'est aussi la transmission des informations, même si elle se fait très bien numériquement, via digital, etc. C'est toujours bien quand même d'avoir une présence physique, je pense, dans un bureau pour vérifier que voilà, tout le monde est entre guillemets un petit peu à jour des process. Donc ça, c'est les deux éléments, et aussi voilà, le côté un peu appartenir à une structure, à une équipe, et je pense que ça, c'est un point aussi qui est important. Alors, après, je pense que c'est pas forcément nécessaire d'être là 5 jours par semaine, je pense même pas du tout. Mais même pour le salarié, nous, c'est des demandes qu'on a aussi des gens en télétravail qui aimeraient bien aussi avoir un bureau dans lequel ils pourraient se rendre de temps à autre, juste pour sortir, retrouver un environnement de travail avec des équipes avec lesquelles ils partagent, et puis ça renforce les liens. C'est quand même, il y a quand même beaucoup de positif aussi là-dessus. Je pense pas que le télétravail à 100% soit quelque chose de bon ni de productif, quoi. Enfin, je pense qu'il y a des limites quand même. Ok, d'accord, super intéressant. Merci du coup pour ce détail. Pour finir, pour clôturer cette vidéo, quelles sont les choses que tu as aimées ou que tu aimes le plus dans ta vie du coup aujourd'hui en tant qu'entrepreneur? Ce que j'aime, c'est que c'est toujours l'aspect un peu création, la résolution de problèmes. Ça, c'est quelque chose que j'aimais pas forcément avant, mais maintenant, ça nous amuse. Et c'est parce que, alors je rebondis par rapport à ça t'amuse parce que c'est ton projet, c'est ça? Ça m'amuse parce que c'est mon projet. Okay. Ouais, clairement, c'est mon projet. Et en fait, une fois qu'on a passé outre voilà, une satisfaction qui est vraiment qui est indescriptible, quoi, qui est top, et qui nous permet aussi d'avancer et de relativiser sur l'entreprise, le fait que ça se passe bien et qu'on est hyper content, etc. Donc ça, c'est vraiment top. Ok, et donc ouais, bah, je t'ai coupé, hein, donc tu disais voilà le fait de la résolution de problèmes. Après Après, il y a la gestion d'équipe, de voir l'entreprise qui avance, tout ça, c'est des éléments de satisfaction, je pense, qui font partie, voilà, aujourd'hui du quotidien. J'aime aller travailler tous les jours, j'aime être connecté à ma boîte et finalement ne pas forcément toujours décrocher, parce que je trouve ça hyper intéressant, et j'ai envie de continuer, quoi. Donc voilà, je m'accroche, quoi. bah, c'est même chose, je cite encore mon ami Gianni, mais qui est extrêmement fin sur l'aspect développement personnel, l'aspect sens dans sa vie, etc. Il disait que quelque chose qui est vraiment essentiel pour être heureux, c'est en fait l'espoir et la capacité de se projeter. Exactement. Et là, je pense que effectivement, dans un projet comme ça, où il y a tellement de choses à faire, et de se dire, waouh, dans un an, déjà de te dire, oh, au bout de 3 ans, là où on en est, parce que ça tourne, ça fonctionne, il y a des clients qui sont satisfaits, il y a une vraie valeur ajoutée, et ça, d'apporter, ça a du sens, quoi. Et de se dire, bon ben, j'imagine, bon ben, dans un an, là, où est-ce qu'on en sera, de pouvoir se projeter, on a tout ça à faire, de pouvoir le construire. J'imagine que c'est un truc qui est très épanouissant. Épanouissant, bien sûr. Ouais. Il y a un objectif, c'est un projet ambitieux, donc ça permet de rêver aussi en quelque sorte, hein, et d'arriver à faire quelque chose, mais qui respecte nos valeurs, quoi. En fait, concrètement, c'est ça. Nous, on l'a développé parce qu'il y a l'aspect productif, efficacité, etc. Mais on fait en sorte aussi que nos assistants soient hyper bien dans leur activité, qu'ils aient des outils qui soient vraiment adaptés, qui ne sentent pas non plus une pression, etc. C'est pas du tout notre objectif, quoi. Donc on essaie vraiment de tout faire pour garantir la satisfaction. Et c'est pour ça que nos assistants, d'ailleurs, avec lesquels on travaille, même les freelances, ça fait depuis 1 an et demi qu'on a lancé l'offre commerciale, et ils sont toujours là. Et ils sont très contents de travailler avec nous. Donc ça, c'est aussi, on a aussi pour objectif d'embaucher en fait une personne qui sera plus customer success, mais qui va être un peu freelance success. Donc qui va s'assurer que nos équipes en télétravail ou les externes travaillent dans les bonnes conditions, et qui sont contents en tout cas avec les outils avec lesquels on leur met à disposition.
c'est la clé de la productivité aussi, l'efficacité. Hein, ah oui, complètement l'épanouissement. Le fait d'être épanoui au travail, le bonheur au travail, ça c'est un vrai sujet qui est positif effectivement pour les collaborateurs, mais aussi complètement pour le dirigeant, quoi. Donc ouais. Et ça c'est un truc contre lequel je lutte, hein, cet aspect. On a la vision du patron qui veut tirer un maximum sur ses employés, mais c'est faux en fait. C'est que ça a rien d'épanouissant de se dire j'entretiens une atmosphère qui est de défiance, qui est négative. Non, la grosse majorité des entrepreneurs ont une envie de créer un groupe social en fait, un environnement social qui soit cool, parce qu'on a envie nous-mêmes d'aller au boulot en se disant ça va être chouette, quoi. Exactement, ouais. C'est ce qu'on essaye en tout cas de faire. Puis nos outils aussi nous permettent justement de contrôler un peu, d'avoir cette notion d'efficacité, parce qu'on connaît le temps de travail, on connaît le temps réellement travaillé, productif. Ça nous permet d'avoir des reportings aussi et de mesurer un petit peu la satisfaction, quoi, des personnes avec lesquelles on travaille, et si du coup par rapport à ce qu'on a mis en place comme mesure, etc., est-ce que c'est plus efficace, est-ce que c'est moins efficace. Donc ça c'est aussi hyper enrichissant. Ouais, ce sont tout ce qu'on mesure, on l'améliore. Donc exactement. Voilà. Bon ça sera, je pense, le mot de la fin. Est-ce que tu as un truc particulier à ajouter? J'ai rien de particulier, en tout cas j'étais ravi d'échanger avec toi et partager en tout cas mon expérience sur ce que j'ai vécu au sein de ces 3 ans, et puis parler de ma société, ce que j'aurais vraiment parlé, et de voir qu'on a des clients qui sont pleinement satisfaits, c'est vraiment top. Ça, je suis ravi. Ça me motive. Et puis, si vous n'avez pas vu la vidéo où on parle justement de The Assistant et on explique tous les services, et encore une fois, moi je l'utilise depuis maintenant un moment et j'adore. Donc, je vous invite, vous pouvez cliquer ici pour pouvoir aller la voir. Je vous remercie. À bientôt. Merci. À bientôt. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras aussi les emails privés que j'envoie toutes les semaines, avec notamment des extraits du contenu exclusif provenant de la communauté Youmento. Le lien est en description. Abonne-toi. À très vite.